Bonsoir, vous regardez À l'air libre, l'émission de débat et d'actualité de Mediapart. Bienvenue au sommaire. Ce soir, un sujet technique complexe auquel il faut quand même essayer de tout comprendre car il a une conséquence directe sur notre pouvoir d'achat, le marché européen de l'électricité. Face à la flambée des prix, certains affirment qu'il faut en sortir. Explications et débat ce soir dans À l'air libre. Face à la crise énergétique et la montée en flèche et durable des prix de l'électricité, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer avec le marché européen de l'électricité tel qu'il existe aujourd'hui, un système qu'on va essayer d'expliquer. La Commission européenne propose de le réformer. Le débat devrait avoir lieu en mars, après des consultations qui se sont terminées mi-février. Comment faire pour le changer ? C'est l'objet de notre débat du jour avec deux invités qui proposent des solutions différentes. Anne de Bréjas, bonsoir et bienvenue. Vous êtes ingénieure économiste sur le système électrique à EDF et porte-parole du syndicat Sud Énergie. Vous êtes, pour sortir du marché et revenir à un contrôle public des tarifs de l'électricité, ce que vous avez expliqué dans diverses tribunes et dans une note pour l'Institut de la Boétie créée par la France Insoumise. Nicolas Goldberg, bonsoir. Vous êtes expert chez Columbus Consulting. Vous êtes, pour rester dans ce marché et le réguler, pour éviter les dérapages de prix. Vous êtes co-auteur pour le think tank social-démocrate Terra Nova, plutôt proche du PS, co-auteur d'un rapport sur les prix de l'électricité. Pour vous, il faut les décorréler des prix du gaz. On va y revenir. Et Jade Lingard est là ce soir avec moi. Salut Jade, tu es journaliste au pôle écologie de Mediapart. Et on commence avec toi d'abord pour comprendre de quoi on parle. C'est quoi le marché de l'électricité ? Alors déjà, il y a deux marchés de l'électricité. Il y a un marché européen qui est un marché de gros. Un marché de gros, ça veut dire que c'est un marché pour les professionnels de l'électricité. Donc les gens qui produisent l'électricité, EDF par exemple, les centrales électriques à gaz, nucléaire et autres, qui produisent de l'électricité et qui vendent de cette électricité à des clients professionnels, qui sont pour une part des fournisseurs d'énergie, que l'on retrouve sur le deuxième marché, qui est un marché de détail, c'est-à-dire un marché pour les particuliers, et qui, lui, est national au niveau français. Donc on a ces deux marchés qui existent depuis, à la suite de réformes mises en place à partir des années 1990 par l'Union européenne. Et donc sur le marché européen de l'électricité, le prix varie. Alors sur le marché européen de l'électricité, le prix varie. Le prix est le même pour tout le monde en fonction des temporalités, mais ne rentrons pas dans ces détails. Mais globalement, le prix est le même pour tout le monde et évidemment, il varie. C'est un marché en fonction de l'offre et de la demande. La demande, elle varie en fonction de la saison, de la température, des besoins, de l'activité économique. Si par exemple la SNCF a besoin de faire démarrer 50 TGV en même temps, et ben c'est un énorme appel d'électricité. Ça veut dire que à la SNCF, il y a des gens dont le métier est d'être acheteurs sur le marché de l'électricité pour s'assurer que, au moment où tous ces TGV vont partir, par exemple pour les départs en vacances, il y aura suffisamment de courant pour les faire démarrer. Et il ne faut pas confondre ce marché qui est une sorte de construction financière aux infrastructures de transport et d'échange de l'électricité. Voilà, ça c'est une confusion qui est souvent faite et qui est très importante à ne pas faire, car le marché, par définition, est une construction financière. Enfin, ce sont des humains qui ont décidé de cette manière d'organiser la vente de l'électricité, du courant électrique. Mais avant cela, l'électricité est une chose concrète. Ce sont des ondes d'électricité qui sont transportées par des lignes à haute tension, par des pylônes. Donc il y a une infrastructure électrique qui a existé avant que le marché de l'électricité ne soit créé. Oui, qu'il y ait un marché ou qu'il n'y en ait pas, l'électricité continue de circuler. Ça dépend. On va en parler. On n'est plus sûr. Comment est-ce qu'il fonctionne le marché européen ? Donc aujourd'hui, on a un système, pour résumer, donc toujours ce marché de gros, toujours pour les professionnels de l'électricité, qui repose sur différents principes. On a un premier principe qui est un peu la justification de ce marché, qui fait que parce qu'il faut bien avoir en tête, peut-être pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est un marché qui relie les différents pays européens qui ont chacun des manières différentes de produire l'électricité. Les centrales nucléaires, beaucoup en France, les énergies renouvelables de plus
plus en plus en Allemagne, mais aussi centrales à gaz et centrales à charbon historiquement. Et en fait, ce qui avait été décidé, c'était que, a priori, quand quelqu'un faisait une demande d'électricité, je veux acheter telle quantité d'électricité sur le marché, ce qui avait été décidé, c'était que ce soit l'électricité dont le coût de production est le plus bas, qui soit démarré en premier, de façon à ce que ça encourage à ce que les prix soient pas trop hauts. La difficulté, c'est que à côté de ce système-là, on a un système de tarification qui est différent, c'est-à-dire que c'est la dernière énergie appelée sur le marché qui fixe le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en gros, il y a des moments dans la journée de toute personne en Europe où on a des pics de consommation d'électricité, souvent c'est le soir, c'est un moment où tout le monde rentre chez lui et allume la lumière, fait la cuisine, etc. Pic d'électricité, et en gros, pour répondre d'un coup à une demande qui augmente très vite par rapport à ce qui a précédé, on a besoin de démarrer des centrales qui produisent de l'électricité, qui sont rapides à démarrer, et ça, par exemple, souvent ce sont des centrales à gaz, en tout cas historiquement, c'était beaucoup des centrales à gaz qui sont plus rapides à démarrer que les centrales nucléaires. Et ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher, et surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, où on a vu, du fait de l'arrêt de l'importation du gaz russe, une forte augmentation du prix du gaz. Et donc là, on comprend bien que si le gaz sert à fabriquer une partie de l'électricité consommée en Europe, l'augmentation du prix du gaz, mécaniquement, a entraîné une augmentation du prix de l'électricité, d'où l'énorme crise dans laquelle on est aujourd'hui, dont on n'est pas du tout sorti, puisque chacun voit bien dans ses factures à quel point le prix de l'électricité a énormément augmenté, et ce qui justifie aussi qu'aujourd'hui, la Commission européenne souhaite réformer ce truc. Alors, le marché de l'électricité a été créé, on va dire, pour les bienfaits de la concurrence, pour faire baisser les prix, pour aussi intégrer et relayer au mieux les offres et les demandes de chaque pays. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas? Le prix de l'électricité est beaucoup trop élevé. Ça, que ce soit pour les consommateurs, les particuliers, que ce soit pour les industriels, ça pose des tas de problèmes sociaux et économiques. C'est aussi un marché sur lequel il y a une volatilité, ça veut dire une variation des prix. Et troisième problème qui est extrêmement important, du fait de cette volatilité et du fait du fonctionnement du marché, il ne permet pas aux producteurs d'électricité de faire les investissements qui sont nécessaires. Il faut savoir que le monde de l'énergie, en fait, dépend d'investissements hyper importants. Des millions et des dizaines de millions d'euros sont nécessaires, que ce sont des investissements à long terme et que ce sont des investissements qui sont en particulier nécessaires pour la transition énergétique, c'est-à-dire la décarbonation, réduire les émissions de CO2 de la production d'électricité, en ayant en tête qu'au sein de l'Union européenne, on a des objectifs qui sont précis et très exigeants de réduction des émissions de CO2, et donc il faut tout réussir à faire en même temps. Calmer les prix de l'électricité, les rabaisser, mais quand même permettre aux producteurs d'électricité de faire les investissements nécessaires à la protection du climat. Et encore une dernière question pour Jade. Jusque-là, vous êtes à peu près d'accord avec la présentation de ce qu'est le marché de l'électricité et de ses enjeux? Alors j'espère que tous les auditeurs sont encore là. Oui. On espère aussi. On parle... Peut-être qu'ils sont tous là, mais qu'ils sont peut-être deux. On ne sait pas, quoi. Voilà. Non, j'espère qu'ils sont tous là. On va plutôt parler en centaines de milliards. Pour les investissements, plus des dizaines de... Oui, c'est un énorme. Si on cumule tout, alors, ce que je disais sur les investissements des producteurs d'électricité. Voilà. Si vous prenez 6 EPR, on va être sur 50 milliards d'euros. Même 60 milliards, dit le gouvernement. Entre 50 et 60 milliards. Là, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Mais voilà, sachant que c'est que 6 EPR, il faut décarboner toute l'Europe avec de l'éolien, du solaire, du nucléaire. Donc voilà, l'ordre d'idée, c'est effectivement ça. Et il y a la question, comme vous disiez, donc en fait j'appuie, c'est pour dire que je suis d'accord en réalité, mais il y a la question du pas de temps. Effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment où vous décidez que vous voulez investir dans un moyen de production d'électricité, il produira 5 ou 10 ans après avoir décidé qu'on le construit. Donc si vous n'avez pas et puis après il produit pendant 30 ans si on parle d'une éolienne, pendant 60 ans si on parle d'un réacteur nucléaire. Donc en fait ça vous amène sur les pattes 70 ans. Donc effectivement, faire un marché court terme où vous avez des prix de 3 ans au maximum, avec une telle volatilité, et c'est le défaut de ce marché. En fait, vous n'invitez à rien du tout. Enfin, personne n'investit, et donc c'est ça le défaut. Voilà, juste pour appuyer sur le fait que j'étais plus ou moins d'accord. Anne de Bréjas. Oui, non, je suis d'accord. J'ajouterais juste que le problème, c'est qu'on a donc des prix de marché qui ne correspondent pas au coût de production.
Et donc ça pose des problèmes sans arrêt depuis le début, depuis l'ouverture des marchés. Soit les prix sont supérieurs au coût de production, et donc c'est les consommateurs qui payent trop, soit ils sont inférieurs, comme ça a été à d'autres époques, et là c'est les producteurs qui sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser. À rentrer dans leurs frais. On va aborder le fait que l'électricité est pas forcément, est pas une marchandise comme une autre. Oui, c'est hyper important. Peut-être le dire en quelques mots. Pourquoi c'est pas une marchandise comme une autre, avant qu'on aille sur les politiques. Oui, bien sûr, c'est hyper important parce qu'on a créé un marché pour un bien de première nécessité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'électricité dans nos sociétés aujourd'hui européennes. On a besoin d'électricité pour tout, pour se chauffer, pour se loger, pour cuisiner, pour s'éclairer. Et donc c'est un bien de première nécessité dont on ne peut pas se passer. C'est aussi l'électricité, un bien dont la demande n'est pas tellement modulable. Je veux dire, si on a besoin d'électricité à un moment pour faire la cuisine, on ne va pas faire à moitié la cuisine. Ou si, encore une fois, la SNCF a prévu d'envoyer ses 50 TGV, elle ne va pas au dernier moment en envoyer 25. Donc on a cette difficulté-là, et on a une spécificité technique qui est qu'il est aujourd'hui, en l'état des techniques, quasiment pas possible de stocker l'électricité, et ça a pour conséquence que sur le réseau d'électricité, donc l'infrastructure, cette fois-ci, les pylônes et les lignes à haute tension, il faut qu'à tout moment, l'équilibre soit parfait. Et donc ça rajoute une difficulté technique supplémentaire à toute la complexité financière et économique qu'on a commencé à décrire. On va rapidement écouter nos dirigeants. En gros, sont pour rester dans le marché de l'électricité, et voilà comment ils le formulent. Nous sommes un marché global, un marché unique, et qu'il faut qu'il y ait la libre circulation parce que ça bénéficie effectivement aux producteurs. L'électricité, la France est un producteur net, et notamment grâce au nucléaire. La France n'est ni l'Espagne ni le Portugal, ce n'est pas une péninsule. Elle est connectée à d'autres nations qui lui fournissent de l'énergie quand, par malheur, ce qui est arrivé, nos centrales nucléaires ne fonctionnent pas. 12 d'entre elles ont dû être fermées pour des accidents qui d'ailleurs ont été corrigés grâce à EDF. Je dis simplement que si nous étions sortis du marché européen de l'énergie aujourd'hui, la solidarité européenne n'aurait pas joué et il n'y aurait pas eu d'électricité dans les fours des boulangers. On serait bien avancé, on serait gros gens comme devant. Il faut quand même savoir qu'en France, on importe 40 jours par an de l'électricité. Donc ça, c'est pas nouveau. Et c'est pour ça qu'on a un marché européen. Et c'est pour ça qu'on a des interconnexions. Et c'est pour ça que les personnes qui vous disent qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie sont de grands irresponsables. Le marché de l'électricité est indispensable pour que les boulangers puissent chauffer leurs fours ? Non, bien sûr que non. C'est un énorme mensonge qui est répété à l'envi. Vous avez pris quelques extraits, on pourra en rajouter d'autres. Roland Lescure, devant l'Assemblée nationale, la semaine dernière, disait que si on n'était pas dans le marché, il n'y aurait pas d'électricité dans cette pièce. C'est invraisemblable, c'est-à-dire que effectivement, la solidarité européenne, les échanges européens sont essentiels pour garantir qu'on a bien l'électricité à chaque instant. Mais ça, c'est des interconnexions physiques qui datent de bien avant le marché. Le marché, c'est une organisation qui permet un ensemble de choses, dont l'optimisation des échanges. Je pense que c'est là-dessus que vous allez. Mais moi, ce que je propose dans la proposition que je porte, il n'est pas question de revenir là-dessus. On garde le marché juste pour optimiser les échanges. Et en tout cas, dire que sans marché, alors que les interconnexions dataient d'avant le marché et que si on sort du marché, on continuera à avoir des interconnexions, c'est vraiment un mensonge. En plus, l'Allemagne, la France, effectivement, a besoin des importations à certaines heures, etc. Mais les autres pays ont aussi besoin de la France. C'est un besoin, c'est une mutualisation dont tout le monde a besoin. Donc penser que l'Allemagne couperait les lignes, ou je ne sais pas, ferait quoi, c'est juste une aberration. C'est un mensonge ou pas, alors, de votre point de vue ? En fait... ce qui permet de transporter l'électricité, c'est les lignes physiques. Ce qui permet l'optimisation, et ça c'est bien ce que vous avez dit, c'est le marché. Quand vous dites optimisation, vous pouvez préciser ce que vous voulez dire optimisation ? Alors, en fait, on va préciser, c'est-à-dire si vous avez des interconnexions, vous pouvez importer et exporter de l'électricité, quand bien même vous n'avez pas un grand marché couplé. Mais ça, c'est des échanges gré à gré entre pays. Sans un marché où il y a des règles de transparence et autres, c'est des négociations qui se font en gré à gré. Donc, en réalité, si on a des interconnexions, on peut faire des importations et des exportations. Est-ce qu'elles se font
à tout moment au meilleur prix, ça c'est moins sûr. Et d'ailleurs, si vous avez plus, il y a un pays qui est sorti du marché européen. Donc le boulanger, il aura toujours de l'électricité pour son four. Ça peut se faire. À quel prix, c'est la question. Et du coup, ça dépend des négociations entre pays. Enfin, par exemple, le Royaume-Uni, s'ils ont eu l'électricité à un certain moment, c'est parce qu'il y avait un mécanisme de solidarité qui a permis de le faire, mais ils ont payé très cher pour avoir cette électricité. Il me semble que c'était en décembre, quand on a eu le pic de consommation. Oui, donc sans marché. Justement, le Royaume-Uni. Non, mais justement, c'est une des questions qu'on voulait vous poser. C'est un bon exemple. Parce que ça permet de comprendre un peu. Oui. Parce que typiquement, le Royaume-Uni, ils sont sortis de l'Union européenne, comme chacun et chacune l'a bien compris, mais ils continuent à consommer de l'électricité en partie produite en Europe. Mais pas au meilleur prix. C'est des échanges plus gré à gré, c'est moins un fonctionnement de marché. C'est une sorte de tarif. Mais ils ont quand même les électrons, ils continuent à courir sur les lignes à haute tension. Il y a toujours des échanges dans ces interconnexions, ils sont moins optimisés. Donc quand ils sont moins optimisés, ça veut dire que c'est plus cher. Mais c'est plus cher pour eux et c'est plus cher pour nous aussi. Et donc en fait, il y a des négociations qui continuent et probablement, normalement, on va arriver d'ici 1 an ou 2 à ce que le Royaume-Uni se retrouve comme avant dans le système d'optimisation. Donc juste pour repréciser, dans le pire des cas, ce qui aurait pu arriver, c'est qu'on aurait déclenché les centrales un peu plus chères en France, par exemple, en France ou ailleurs, alors qu'il en existait des moins chers. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est tout. Et la négociation, de toute façon, elle a eu lieu. Parce que pourquoi l'Allemagne a décidé de jouer la coopération ? C'est parce qu'elle aussi, elle avait besoin du gaz qui transitait par la France. Donc c'est toujours des négociations en amont. Et ensuite, au moment où il faut optimiser, la seule chose que fait le marché, effectivement, c'est de déclencher les meilleures centrales, c'est même pas le meilleur système. C'est-à-dire qu'un système public au niveau européen, ça ferait mieux. Bon, le problème, c'est que ça poserait des problèmes politiques et qu'on en est loin, mais mathématiquement, c'est sûr, ça ferait mieux. Enfin, c'est démontrable. En fait, pardon. Non, mais là, on va être d'accord. On peut souligner un petit point d'accord. C'est que sans le marché, on aurait activé des centrales qui sont effectivement plus chères. Parce que quand on a eu le pic d'importation en France, il y a des centrales qui n'étaient pas utilisées en France parce que c'était plus cher de les utiliser. Donc ça permet une optimisation. Mais est-ce que le marché est responsable de la volatilité des prix de l'électricité ? Oui. Alors oui, pour 2 choses. Donc ça, c'est plutôt un point négatif à mettre au début du marché. C'est ce qu'on a mis aussi dans la note, et ça, je pense que c'est un point d'accord qu'on aura. Mais vous avez dit aussi quelque chose qui est intéressant. Le marché d'équilibrage, il est intéressant parce qu'il permet d'équilibrer. Le problème, et c'est ce qu'on a mis dans la note Terra Nova, c'est sa propagation vers les prix de détail. Si vous voulez, le consommateur particulier, qu'il soit boulanger ou particulier, n'est pas un trader de l'énergie. Donc lui mettre un tarif heure par heure avec un prix différent à chaque fois, ou lui dire il faut que tu renouvelles ton contrat plutôt le 20 novembre et pas le 22 parce qu'entre-temps il y a le guichet nucléaire régulé. C'est volatile à ce point les prix ? Les prix peuvent être très volatiles. Si vous avez signé votre contrat en juillet 2022, je pense que vous pouvez fermer vos boutiques. Par contre, si vous l'avez signé c'est dû au contexte, par exemple, en ce moment de guerre en Ukraine. Alors, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine, mais ce qu'on a dit dans la note, et ce sur quoi je pense qu'on sera d'accord, c'est que le marché a un peu auto-organisé ça aussi. C'est-à-dire que le marché, si vous voulez, lutte contre toutes les surcapacités. C'est-à-dire qu'il essaye de dimensionner au plus juste, justement, pour optimiser à l'extrême. Mais il manque derrière, en plus, tous les investissements à long terme, ce qu'on disait juste avant. Donc forcément, quand vous optimisez au plus juste et que vous n'avez pas les investissements long terme qui vont derrière, vous auto-organisez une pénurie. Et donc, dès qu'il y a un problème, corrosion sous contrainte sur le parc nucléaire ou guerre en Ukraine qui fait monter les prix, a fortiori les deux en même temps, vous avez une explosion des prix et vous avez une propagation qui se fait de manière très hétérogène sur les clients particuliers. Parce que ce que je dis beaucoup, c'est que si vous avez signé un contrat fin 2021 pour un prix fixe 3 ans, vous avez les prix Covid. Donc là, vous avez un prix, vous avez un effet d'aubaine et vous avez un très bon prix. Pré-Covid, parce qu'il y avait moins de demandes. Parce qu'il y avait moins de demandes et plus de production, et du coup, on avait des prix extrêmement bas. Par contre, si vous avez signé en juillet 2022 votre contrat, là, vous avez une propagation des prix de gros, et en fait, on était dans une situation où on ne savait pas si on allait remplir les stockages gaz, on ne savait pas si on allait réussir à redémarrer les centrales nucléaires, donc on avait des prix extrêmement élevés. Là, vous pouviez mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est un vrai problème, et ça va être
notre zone de Vous êtes trop d'accord, c'est pénible. Non, mais je peux. Oui, mais il y a les bons constats à faire. Vous faites les mêmes constats, ça on est d'accord. Allez-y. Pour préciser, ce qui est structurel, c'est qu'on a des prix d'électricité qui sont calés, qui sont très dépendants des prix du gaz, alors que le gaz n'entre que dans une très petite partie dans les coûts de production. Sauf en ce moment, si j'ai bien compris. Non, mais toujours. En fait, vous êtes au niveau européen, vous êtes sur un quart du gaz en Europe en production. Mais vous proposez, là vous allez peut-être encore être d'accord, puisque vous dites que c'est calibré sur les prix du gaz, or vous proposez de dissocier les prix de l'électricité de ceux du gaz. En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont calés sur le prix du gaz? Déjà, on a un marché qui est myope, qui ne voit que le court terme. Donc comme le marché ne voit que le court terme, il ne voit que l'équilibrage. L'équilibrage, aujourd'hui, comment c'est fait? Sont des coûts de long terme. Aujourd'hui, comment tout ça est équilibré? C'est équilibré avec la dernière centrale appelée, qui est une centrale à gaz, ou une centrale hydraulique qui cale son prix sur le prix du gaz, parce que comme vous avez un stock hydraulique, pour éviter de le vider trop vite, vous essayez d'optimiser comme ça. Et il y avait une croyance, il y avait une doctrine qui disait que c'est en propageant ces prix vers les prix de détail qu'on arriverait à envoyer les bons signaux. Nous, ce qu'on dit, c'est non, c'est pas bon, parce que le consommateur n'est pas un geek de l'énergie et qu'il faut de la visibilité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des investissements avec des contrats de long terme. Il faut que les fournisseurs soient obligés de souscrire à ces contrats, qu'ils aient des actifs de production ou à minima qui soient couverts pour éviter de propager ces prix. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'un consommateur français est mieux protégé qu'un consommateur italien ou allemand, parce qu'il a quand même une partie de son électricité qui est calée sur le prix de production via le nucléaire, via un nucléaire régulé, qui selon nous, il faudrait le réguler autrement, mais il y a quand même une partie des prix de production qui se retrouve sur la facture. C'est la partie équilibrage qui selon nous est trop grande et qu'il faut enlever de là, mais parce qu'il faut rendre ses lunettes au marché. Ok. Anne de Bréjas, donc vous êtes d'accord pour dire que la volatilité des prix, donc là, ça veut dire la grande modification des prix sur le marché européen de l'électricité est un problème? C'est un énorme problème. Un énorme problème, ok. Là, on se voit aujourd'hui pour discuter de cela, puisqu'il y a une réforme en cours, en tout cas envisagée, du marché de l'électricité, que la Commission européenne a fait des propositions, que la France fait des propositions, et que dans les propositions portées par la France, il y a l'idée de réguler cette stabilité, cette volatilité, de stabiliser les prix, pour être plus clair. Il y a l'idée de stabiliser les prix à travers plusieurs propositions, notamment l'idée de système d'assurance, l'idée de contrat à long terme, un peu comme ce que vous disiez, Nicolas Goldberg, à l'instant, qui permettrait, parce qu'on prévoit à long terme, de, en gros, se dire on va limiter l'augmentation des prix. Pourquoi est-ce que ça vous paraît pas une bonne idée? C'est-à-dire que c'est une bonne idée par rapport à rien, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment. Non, mais faut voir dans quelle situation on est. Alors, on est peut-être mieux que les autres pays, mais pour les particuliers, on a mis des boucliers tarifaires qui font. L'État a dû intervenir de manière coûteuse pour limiter les hausses, mais les entreprises, ce sont les entreprises, les communes et les entreprises de toute taille, que les petites comme les grandes, se sont retrouvées confrontées à des explosions de factures qui allaient de x3, x4, x10. On a vu les boulangers, avant il y avait les maraîchers, ça a posé de gigantesques problèmes. Les communes, elles ont dû couper dans leur budget d'investissement, en particulier pour la transition énergétique, elles ont dû couper dans leurs services publics. Et les boulangers, au bout de 15 mois de difficultés comme ça, se retrouvent avec un État qui leur propose de plafonner leur prix à 280 € du mégawattheure, sachant que ça coûte, la production française, en incluant les imports-exports, est inférieure à 100 € cette année, parce que c'était une année exceptionnelle, mais normalement, c'est plutôt autour de 60-70 € du mégawattheure. Donc c'est très au-dessus. C'est vraiment très au-dessus. Et donc ça a déclenché des faillites, des risques de faillite, on a vu ça. Ça a déclenché des baisses de production industrielle avec des vrais risques de délocalisation. C'est vraiment... Et ça a évidemment alimenté l'inflation pour tout le monde. Donc on est dans une crise majeure. Enfin, on voit cette crise, on entend parfois que ça marchait très bien jusqu'à maintenant et que maintenant on est dans une crise. Non, il y a eu une succession de crises depuis le début. Et évidemment, celle-là, elle est vraiment paroxystique. Donc on en est là, et enfin, on nous dit, on va réformer le marché, et qu'est-ce qu'on nous propose ? D'essayer d'améliorer les choses comme on fait depuis 20 ans, de rajouter des rustines, donc effectivement de stabiliser un peu, d'avoir des contrats à long terme, d'avoir des assurances. Par exemple, ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'on a un prix de marché qui ne correspond pas du tout au coût de production. Il ne faut pas l'utiliser, c'est tout. Il ne faut pas l'utiliser un petit peu. Et si on le moyenne, si on le lisse sur des années, ça sera toujours
ça correspondra toujours pas au coût de production de l'électricité. Donc soit ça sera trop haut, soit ça sera trop bas, et donc il y aura des problèmes, soit pour les producteurs, soit pour les consommateurs. L'autre sujet qu'il faut enfin mettre sur la table, c'est on a une concurrence de fournisseurs dont personne ne voit l'intérêt. Tous les consommateurs. Alors, expliquer. Les fournisseurs, c'est intéressant à expliquer. C'est effectivement des intermédiaires. Ça a été créé pour dire qu'il y avait une concurrence, parce que c'est quand même difficile de mettre en concurrence la production comme le réseau. Donc, on a des fournisseurs dont le rôle est d'acheter, alors essentiellement sur les marchés, pour revendre une électricité qu'ils ne choisissent pas, parce que c'est la même pour tout le monde, qui ne transportent pas, qui ne stockent pas, qui ne produisent pas, qui ne produisent pas, voilà, ils mettent un coup de tampon, enfin, voilà. Et ça a créé d'énormes problèmes. Tout le monde a été démarché par tout un tas de fournisseurs. Il y a les associations de consommateurs qui ont monté des dossiers sur des méthodes de démarchage agressif. Parce qu'il fallait faire de la place aux fournisseurs, il a fallu transformer, d'abord il a fallu supprimer les tarifs réglementés pour la plupart des gens, sauf pour les petits consommateurs. Et pour ceux qui restaient, il a fallu faire en sorte que ça ne gêne pas trop les fournisseurs. Donc au lieu d'avoir des tarifs qui sont basés sur les coûts de production, et si on avait ça, on n'aurait pas eu de crise. Hein. Mais revenir à un modèle d'EDF, ça pose d'autres questions. Je finis ça. Juste maintenant, on a des tarifs réglementés qui eux-mêmes sont indexés sur les prix de marché, pour permettre aux fournisseurs de se faire une place. Donc, je pense qu'il faut répondre à ça. Est-ce qu'on veut des fournisseurs en concurrence? Ça veut dire des prix différents selon la manière dont on a négocié, des risques dans tous les sens, ou est-ce qu'on veut des tarifs réglementés de vente pour tout le monde qui soient basés sur les coûts de production français, évidemment en incluant les coûts d'import-export. Et non, c'est comme ça, c'est convaincant. Des prix réglementés basés sur les coûts de production et éviter des fournisseurs qui créent des inégalités pour le consommateur. Enfin, il faut dire aussi pourquoi on a réindexé, on a indexé, pas réindexé, les prix réglementés sur le marché. C'est parce qu'ils s'envolaient. Parce que le prix réglementé s'envolait à une période où le prix de marché était plus bas. Comment un prix réglementé peut s'envoler? Quand les coûts d'investissement s'envolent. Écoutez Gadonex à l'Assemblée, il vous dit que ça lui a coûté sa place de dire qu'il fallait augmenter les prix réglementés de 40% en 2009. À quel moment est-ce qu'on a indexé les prix réglementés sur les prix de marché? C'était en 2015 ou 2016, quand les prix de marché étaient extrêmement bas et que EDF demandait des hausses de 5% par an. C'est pour ça que ça a été réindexé que ça a été indexé sur le marché. Donc c'est pas que le marché qui entraîne l'augmentation des tarifs. Bah non, en fait, entre 2015 et 2018, on a eu un marché qui s'est effondré. On a eu des prix de marché ça c'est factuel. On a eu des prix de marché qui étaient en dessous de 40 euros. Et on avait EDF qui demandait des hausses régulières pour pouvoir réinvestir. Et on leur a dit non, vous n'êtes pas assez efficace, les prix de marché sont bas, donc non, c'est pas normal que le tarif réglementé soit indexé sur vos coûts qui sont beaucoup trop élevés. Et c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on a voulu l'ouverture à la concurrence et c'est pour ça qu'on a changé ce tarif réglementé. Maintenant, il faut dire effectivement une chose, c'est quand les prix de marché est extrêmement bas, c'est un problème, comme vous l'aviez dit, parce que du coup, ça veut dire que plus personne réinvestit sur rien, alors qu'on avait besoin d'investissement dans la transition énergétique. C'est pour ça que dans la note qu'on a écrite pour Terra Nova, on dit qu'avec ces contrats long terme, on supprime les effets à la hausse, mais on supprime les effets à la baisse, ça veut dire qu'on supprime les effets d'opportunité sur le marché. Et si on met des règles prudentielles sur les fournisseurs, alors si on fait en sorte que les fournisseurs d'électricité se couvrent, plutôt que de dire je vous fournis et puis j'achèterai sur le marché et puis moi je fais le risque et puis s'il y a trop de risques, je ferai faillite et vous vous débrouillerez. Donc on met des règles pour que ça soit plus possible. Et si on leur met des obligations de se couvrir sur des contrats long terme 15 ans, on aura un prix qui sera indexé sur les coûts de production. Par contre, on n'aura plus d'effet d'aubaine. Par contre, et ça je voudrais dire que là-dessus je suis quand même d'accord avec vous, sur ce marché de détail, il y a le choix entre 80 fournisseurs. Je ne sais pas si pour acheter pour acheter votre pain, pour acheter n'importe quoi, vous n'avez pas le choix entre 80 fournisseurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir une concurrence comme ça. Il peut y avoir des petits qui concurrencent le gros parce qu'il faut des petits moyens de production décentralisés, solaires et éoliens qui n'intéressaient pas EDF à une époque parce que c'était trop petit, parce qu'ils n'y croyaient pas. Libre à eux, mais il faut laisser les autres aussi le faire si eux y croient. Force est de constater que ça a été bénéfique, ça. Mais en tout cas, il faut de la régulation sur ce marché de détail pour éviter qu'on ait ces 80 fournisseurs qui propagent les prix de gros vers les prix de détail. Anne de Breda, c'est pas d'accord. Non, mais parce qu'il faut distinguer. Juste parce que vous l'avez expliqué déjà. Je ne vais pas revenir sur les fournisseurs. Il faut distinguer la production et les fournisseurs. Les fournisseurs, l'activité de fourniture, c'est pas la production. Et donc eux, qui est même 3 fournisseurs pour vendre le même pain pour tout le monde, non, ça sert à rien. Il faut un tarif réglementé pour tous. Après, est-ce qu'on doit avoir un ou plusieurs producteurs? Moi, ce que je dis, c'est l'exploitation du parc de production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit le parc,
il faut un opérateur public. Après, comment on le construit? Est-ce qu'on fait par appel d'offres, comme c'est aujourd'hui, appel à des constructeurs privés? Pourquoi pas? C'est un autre problème. Mais une fois que c'est construit, ça doit être public. Et alors justement, Anne de Bréjas, est-ce que pour avancer dans la discussion, là, à ce stade, vous pourriez nous expliquer, vous, par quoi est-ce que vous voudriez remplacer le marché européen de gros de l'électricité? Alors, moi, ce que je voudrais... C'est quoi votre alternative? Parce que vous avez une alternative radicale, en fait, par rapport à comment ça... Alors, j'en ai une qui est encore plus radicale, mais celle-là, c'est ce que je disais, c'est avoir un opérateur public à la maille européenne, à l'échelle européenne, parce que c'est à l'échelle européenne qu'est le réseau qu'on doit équilibrer. Mais ça, il faudra se mettre d'accord avec tous les États, et je pense qu'on en est très très loin. Ma proposition, à mon avis, n'est pas radicale et applicable tout de suite, c'est-à-dire que à la place d'avoir plein de fournisseurs et plusieurs producteurs pour le parc en exploitation, on a un seul opérateur public qui, du coup, peut répercuter l'ensemble des coûts de production français plus les coûts d'import-export à l'ensemble des clients, des consommateurs, de manière équitable pour tous et puis très prévisible, très stable. Au niveau français. Au niveau français. Là, vous parlez, ouais. Et qui s'intègre dans le marché européen pour optimiser, pour organiser les échanges avec les autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opérateur de bourse européen qui organise ces échanges, il voit tout un tas d'acteurs, tout un tas de producteurs, de fournisseurs, etc., qui leur disent « moi j'achète ça, je vends ça, etc. » Et bien pour la France, il n'en verra qu'un seul, ça sera l'acteur public. Donc ça n'impose rien aux autres États, ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement du marché, mais simplement en France, on a un opérateur et on sort de cette dépendance des prix à ces prix de marché qui ne représentent rien. Et juste un mot quand même sur ce que vous avez dit sur le fait que on est sorti des tarifs pour aller vers les prix de marché parce que les tarifs étaient trop hauts. C'est pas vrai. Franchement, quand vous voyez les décisions de l'Union européenne, ça a été parce que les fournisseurs ont attaqué la France parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire de place. Et de toute façon, il faut couvrir les coûts de production. Un jour ou l'autre, il faut les couvrir. Donc, si EDF n'est pas assez efficace, faisons quelque chose pour qu'EDF soit efficace. Mais il me semble, jusqu'à maintenant, EDF avait du temps du monopole était plutôt reconnu comme oui, mais au moment où il a fallu réinvestir, ils n'ont pas pu. En ayant le monopole, c'est compliqué de savoir s'ils sont efficaces ou pas, puisqu'ils sont tout seuls. Mais non. Même, si vous voulez, même les économistes qui poussaient à la libéralisation dans d'autres pays comme l'Angleterre reconnaissaient que le monopole public d'EDF était efficace en France. Vous proposez quoi, vous? Non, en fait, j'aimerais quand même revenir sur quelques trucs. Si on a un monopole centralisé, comment est-ce qu'on fait de la production décentralisée? Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux? Parce que ça a été aussi un des arguments pour ouvrir ce marché. Et ensuite, si le monopole il doit être centralisé. Le monopole, c'est forcément centralisé. Un monopole, c'est juste qu'il y a il y a un acteur. Il y a un acteur centralisé. Un acteur centralisé qui centralise tout. Donc, il n'y avait pas une seule centrale. Il y avait déjà des centrales partout. Non, il y avait de l'hydraulique et du nucléaire. Globalement, c'est assez centralisé. On n'avait pas des éoliennes de 2 mégawatts ou des panneaux solaires sur les toits. Et accessoirement, vous mélangez un principe et son non, mais en fait, si vous voulez, sa matérialisation. Oui, mais c'est extrêmement lié. En fait, comment est-ce qu'on fait de la production décentralisée avec un acteur centralisé? À une époque, je suis désolé, EDF voulait pas des éoliennes et des panneaux solaires. Alors libre à eux. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça a évolué. Mais aujourd'hui, combien EDF possède d'éoliens en France? 15%. 15%, pourquoi? Parce que justement, c'est avec ces concurrences qu'on a pu on pourrait imaginer que c'est un monopole avec des conditions, avec des contraintes. Oui, on peut imaginer. Tant d'éolien, tant d'hydraulique, tant de... Et on peut imaginer qu'avec un monopole où on aurait indexé les prix de l'électricité sur les coûts, on arrive à faire réaugmenter les prix au moment où il faut réinvestir, mais c'est pas ce qui s'est passé. Quand il a fallu réaugmenter les tarifs réglementés, et ça, c'est pas l'Union européenne, c'est EDF qui disait c'est indexé sur nos coûts, voilà, on doit refaire des investissements. Pierre Ganonex explique très bien ça dans son audition à l'Assemblée. Voilà, c'est plus 40% en 3 ans. Alors plus 40% en 3 ans, il faut dire ce que c'est. On a pris plus 15% cette année, plus 4% l'année dernière, et ça grince des dents. Donc plus 40% en 3 ans. Voilà, ça fait grincer des dents. Attendez, je termine. Et voilà, on a demandé plus 40%, et derrière, quand on a eu des plus 5%, alors que les prix de marché, qui sont effectivement du court terme, ça je ne déroge pas à ça, baissaient, on a dit non, on ne peut pas augmenter les prix de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'on a indexé, je vais arrêter de dire ça, qu'on a indexé le prix réglementé sur le prix de marché. C'est pas l'Union européenne qui a dit ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons fait parce qu'on disait que les prix réglementés s'envolaient. Donc ensuite, votre proposition à vous. Notre proposition à nous, c'est qu'il faut quand même revenir à une forme de régulation forte, parce que on a besoin d'investissements long terme, et ça, il faut de la régulation là-dessus. 80 fournisseurs, on ne pense pas que ça ait une énorme valeur ajoutée qu'il y en ait autant. Propager les prix de gros vers les prix de détail, ça c'est un principe qu'il faut strictement arrêter.
Ça ne marche pas, c'est trop d'incertitudes. Expliquer quand vous dites propager? Alors en fait, vous avez... Forcément, les prix de détail sont déterminés par les prix de gros? Pas forcément, non. Mais alors, c'est quoi la solution pour que ce soit pas le cas? On pourra critiquer la reine après, mais regardez... Peut-être ne parlons pas de la reine. Non, mais en fait, c'est totalement dans la discussion. Moi, ce que je me dis, c'est que l'électricité que j'achète au détail, elle est forcément déterminée par le marché de gros, donc si les prix augmentent, comment on fait en sorte que ça ne se répercute pas? Aujourd'hui, dans votre facture de détail... Aujourd'hui, dans votre facture de détail, il y a la moitié qui est déterminée par la régulation du nucléaire. Okay. L'année dernière, EDF a vendu la totalité de son nucléaire à un prix régulé, et ça se retrouve sur votre facture, que vous soyez au prix réglementé ou non. Mais l'électricité ne vient pas que du nucléaire, là. Non, l'électricité ne vient pas que du nucléaire. C'est pour ça que nous, on n'a pas dit qu'elle vient plus du gaz. Elle vient de plusieurs sources. Elle vient de renouvelables, de gaz ou autre. Ce qu'on trouve aberrant, c'est que le gaz fixe le prix pour tout le reste, mais vous avez vous avez de la régulation sur votre facture d'électricité, parce que le nucléaire est vendu à prix régulé. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire pareil pour les renouvelables et pour tous les moyens de décarboner, et que ça doit être adossé à des contrats long terme, et c'est ça qui doit se retrouver dans votre facture. Mais si vous dites que le prix du gaz fixe le prix pour tout le reste, si vous dites que le prix du gaz fixe le prix pour tout le reste, comment ça se fait que l'électricité qui vient du nuclère est régulée? Elle est régulée. C'est ça? Le prix du nucléaire, lui, il est vendu à un prix régulé chez vous. C'est pas le prix du gaz qui fixe le prix du nucléaire. Donc c'est pour ça, quand on dit il faut que les Français profitent des coûts du nucléaire, en réalité, ça c'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec un mécanisme qui est critiquable et qu'on critique d'ailleurs dans la note, mais c'est déjà en partie le cas. Après, il faut le faire sur les autres moyens de production, sur l'hydraulique. Les factures ont augmenté. Parce que c'est la partie. Pardon, mais c'est pour qu'on comprenne, parce que en fait, perso, j'ai pas compris. Le nucléaire, dans votre facture, en tant que particulier, c'est 50% de la part énergie. Voilà. Il y a d'autres 50%, et là, c'est le gaz qui fixe le prix pour tout le monde, et c'est ça qui s'envole. Nous, on dit cette part-là, ça ne doit pas être 50%. Parce que elle doit être réglementée comme celle du nucléaire. Ça doit être réglementé, mais comment est-ce qu'on le réglemente? Avec ces contrats long terme, on dit aux fournisseurs d'électricité, si vous voulez fournir, il faut soit produire, soit avoir des contrats long terme qui sont en fait un moyen de production décentralisé. Vous ne dites pas la même chose, mais vous, avec une version minimale qui serait la régulation, vous, la version maximale qui serait la nationalisation. C'est là qu'en fait la ligne de fracture, je pense qu'elle est politique, en réalité, en disant soit on va vers un monopole public, soit on va vers un oligopole régulé dans lequel il y a un marché, mais il y a une régulation, donc vous avez une concurrence. Et vous régulez par quel biais? La loi. La loi contraignante. La loi contraignante, on fait ça avec les banques. Mais la loi contraignante, elle est dépendante des majorités politiques, elle est dépendante des équilibres politiques, donc... ce que vous pouvez réguler à un instant T, vous dites que c'est du marché de long terme, l'électricité. Si vous régulez à un instant T, là, 2023, mais que dans 5 ans, dans 4 ans, on a une autre majorité politique qui décide de dire noir quand la précédente avait dit blanc. Mais c'est pareil pour la régulation, pour le monopole public. Si vous faites un monopole public, derrière, vous pouvez avoir une majorité qui dit non, la concurrence, on privatise. Donc, effectivement, les deux solutions, de toute façon... C'est peut-être plus compliqué, de privatiser quelque chose qui a été nationalisé? Non, on l'a fait très bien avec plein de choses. On est en train de le faire avec la SNCF et autres. Mais donc la ligne de fracture là, elle est politique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un gros monopole régulé et on le fait quand même interagir avec le marché, Donc ce que vous proposez, c'est pas sortir du marché européen, c'est rester dans le marché européen mais avec un acteur public centralisé. Il y a des marchés où ça se fait, ça se fait en Ontario, ça se fait également au Brésil. Ou alors est-ce qu'on permet une certaine concurrence avec plusieurs fournisseurs, avec plusieurs producteurs, mais avec des règles pour dire vous faites pas n'importe quoi, vous faites pas des yo-yo sur les prix, vous avez un minimum de production derrière vous, ou à défaut d'avoir de la production, vous avez des contrats long terme qui incitent à l'investissement, donc qui rendent leurs lunettes au marché, c'est là, je pense, la ligne de fracture. Est-ce que, Anne de Bréjas, on va en finir déjà, ça passe vite, c'est fou, alors que c'est passionnant et très simple à comprendre. Non, mais votre idée de monopole, on n'a pas l'impression qu'elle prenne tant que ça dans la sphère politique. C'est là que peut-être on peut s'accorder à dire que c'est tout de même politique et ça correspond à des choix politiques. Je pense que c'est des choix politiques. Est-ce que politiquement, en fait, ça vaut la peine de mener cette bataille si elle est si minoritaire? Alors pourquoi? Mais bien sûr, c'est parce que justement, d'un point de vue économique et technique, moi je vous mets au défi de me faire une seule critique sur ma proposition. Vous proposez une solution... Les prix réglementés qui explosent. Attendez. Non, mais les prix réglementés qui explosent en fonction des coûts de production, un jour ou l'autre, il faudra payer les coûts de production de toute façon. Là, ce qu'on a vu, c'est une crise qui est à 99% lié au marché. Vous proposez de maintenir la concurrence des fournisseurs. Ça veut dire que tous les usagers ne vont pas payer le même prix. Et moi, je pense que pour un bien essentiel comme l'électricité, on doit
maintenir une équité de traitement. Et si c'est une équité de traitement, ça veut dire un tarif réglementé pour tout le monde. On doit garantir que les investissements que les coûts des investissements soient rémunérés. Et pour ça, il faut des contrats publics de long terme. Donc vous parlez de contrats, mais dans votre proposition, il y a des contrats publics et il y a des contrats privés. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va réserver certaines centrales, et évidemment en général les moins chères, à certains consommateurs, quand d'autres auront d'autres centrales. C'est ça que ça veut dire. Moi j'ai une approche complètement différente qui est publique, pour un bien public à mon avis, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des coûts du système électrique et on partage et on mutualise. Et il y a un autre point aussi, c'est que quand on regarde de quoi est composé le coût du système électrique, en très grande partie ce sont des coûts de financement, c'est-à-dire à combien on rémunère celui qui a fait l'investissement. Et quand je dis en grande partie, c'est de l'ordre de 50%, pour le nucléaire comme pour le renouvelable. Donc pour baisser les coûts de production, le premier levier, mais ultra majoritaire, c'est d'essayer de baisser le risque, donc de tout mutualiser encore une fois et de s'adresser à un acteur qui a les reins le plus solide possible et qui peut emprunter à pas cher, c'est-à-dire à la puissance publique. Et donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Personne ne veut de la concurrence des fournisseurs, il faut arrêter avec ça, c'est ultra compliqué. Et ce que vous proposez, je vous dis, il y a le problème des contrats à long terme et il y a aussi le problème de la complexité qu'on n'arrive pas à décrire. C'est-à-dire que ces contrats à long terme, je suis bien placée pour le savoir parce que je travaille avec les équipes qui font ça, aujourd'hui, ils ne sont définis nulle part. C'est encore à l'état de recherche, c'est-à-dire que tant qu'on fait des contrats à long terme... Il y a déjà des contrats à long terme qui existent aujourd'hui. Quand il y a des contrats à long terme pour des moyens de production qui produisent de toute façon quand il y a du vent ou quand il y a du soleil, c'est-à-dire qui sont non pilotables, ça pose pas de problème. Mais quand c'est des moyens où on a besoin que les producteurs produisent exactement au bon moment pour la collectivité, c'est-à-dire par exemple des moyens de stockage ou des moyens, ce qu'on appelle de pointe, c'est-à-dire qu'ils vont produire à certains instants, alors il faut les inciter à produire au bon moment. Et donc on n'arrive pas à la fois à leur garantir une rémunération sur leur investissement au juste prix et en même temps à les inciter à produire au bon moment. Donc on reste dans un système ultra compliqué qu'on n'a pas arrêté d'amender. Vous prenez l'exemple de l'AREN, du coût du nucléaire. Pourquoi le coût du nucléaire ? Effectivement, c'est un contournement du marché, comme il y en a eu plein d'autres, pour au moins garantir une petite stabilité sur les prix. Mais même ça, on voit que ça ne suffit pas. C'est un type de contrat long terme. Ça ne suffit pas. En fait, il ne faut pas du tout utiliser ce prix de marché qui ne correspond à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on essaye de continuer à se servir de ce prix de marché ? Donc moi, quand je dis sortir du marché, on peut prendre un autre terme. Je dis juste plus de concurrence sur la fourniture et plus de référence à ce prix de marché qui ne représente rien. Alors, si je peux répondre rapidement, et après on arrête de si je peux répondre très rapidement, pour moi, en fait, la démonstration, c'est que si on a un acteur public centralisé, on n'a aucune garantie qu'il soit efficace. Si on a ces contrats de long terme, et ça, l'explosion des prix de réglementés qui étaient prévus nous l'a démontré. Si on a un acteur centralisé public, mais qu'on permet un petit peu de concurrence à côté pour être sûr qu'il est efficace, eh bien, c'est comme ça qu'on a un prix qui est indexé effectivement sur les coûts de production et qu'on est sûr que c'est au bon prix et que c'est compétitif pour tout le monde. Sauf que les exemples de catastrophes, ça n'a pas été dans les systèmes régulés. EDF fonctionnait plutôt bien. En Californie, je peux vous citer des tonnes d'exemples où c'est beaucoup plus difficile en fait de contrôler des acteurs en concurrence que de contrôler un monopole. S'ils ne sont pas comme ça, on y arrivera. Alors, chacun se fera son opinion. Personnellement, je ne suis pas encore sûre d'être au clair, mais au moins les options sont posées et j'imagine qu'il y en a encore d'autres sur la table. Celle de l'Union européenne, en fait, celle de la Commission européenne, mais ne repartons pas dans le débat, et probablement encore en fonction des différentes couleurs politiques. Merci à tous les deux, merci Jade, merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre, elle n'est possible que grâce à vos abonnements, donc si vous le pouvez, abonnez-vous. À bientôt sur Mediapart. Merci, bonne soirée, salut.